revendications socio-économiques. Mais la CDU est quand même un parti de démocratie chrétienne qui se rattache quand même au courant de droite. Donc il n'y a sûrement aucun rapport entre la Jeune République et la CDU, pas plus qu'il n'y a vraiment de proximité entre la démocratie chrétienne et la Jeune République. Mais sur la question que vous venez de poser, je crois que Gérard Brisset pourra apporter des précisions plus convaincantes que ce que je viens de dire. Oui, je dois dire que les nationalisations, effectivement, on a connu ça à l'occasion du programme commun de la gauche. Nous avions lancé le triptyque Un idéal, un programme, une équipe, si tu te souviens, qui était un peu à l'origine du programme commun, mais nous le voyons surtout comme une charte commune assez large, beaucoup plus que comme un programme avec je ne sais combien de centaines d'entreprises à nationaliser, comme y poussait Georges Marchais à l'époque. À l'époque de l'affaire Libre, je me souviens avoir écrit plusieurs articles, dont en particulier dans Combat, en disant ni vraiment nationalisation, ni étatisation, mais plutôt réforme de l'entreprise dans la perspective d'un conseil d'administration tripartite, c'est-à-dire où seraient représentés non seulement les actionnaires, et Dieu sait la puissance qu'ils ont aujourd'hui, ça déborde au point d'écraser sous la spéculation les entreprises, hein. Donc les actionnaires qui peuvent être des investisseurs privés, mais aussi des collectivités publiques, États, régions, communes ou communautés de communes, les salariés de l'entreprise et aussi les fournisseurs et la clientèle, les fournisseurs en amont et la clientèle en aval. Tous ces gens-là doivent être représentés à part égale au conseil des administrations des entreprises. Alors j'ai dit que c'est à cette condition, alors on peut doser évidemment l'investissement, plus d'État, moins d'État, n'est-ce pas, selon le type d'entreprise, selon les entreprises. Mais à mon humble avis, la nationalisation des entreprises devait passer par cette réforme qui était inscrite dans le programme commun par la suite, mais malheureusement, personne n'en a tenu compte, on n'en a pas. Alors, il y a d'autres réformes auxquelles je me suis attaché, par exemple la notion de revenu social garanti. Bon, on voit actuellement toutes les dérives de la spéculation financière, n'est-ce pas, un peu partout. Ça atteint des proportions considérables. On voit le phénomène des délocalisations, d'où le problème de la fiscalité des entreprises aussi qui est posé, hein. Moi je dis que si on veut lutter dans une certaine mesure, on ne pourra pas le faire complètement, mais garder des entreprises chez nous, on doit dégager le travail de toute fiscalité. Bon, il y a des possibilités de remanier la fiscalité dans d'autres domaines, n'est-ce pas, pour abonder aux ressources de l'État. Mais on doit en particulier exempter le travail et l'emploi de la fiscalité. C'est bien que quand vous signez, quand un employeur, y compris un particulier du reste, signe un contrat de travail, eh bien, si le SMIC est à, je dis, 7 000 francs, je compte toujours en francs, n'est-ce pas, eh bien, on lui paye 7 000 francs. Et le reste ça abonde sur d'autres, de sorte que les entreprises sont exonérées de charges sociales qui sont énormes. Ça revient à payer double un salaire pratiquement dans une entreprise. Alors les grosses entreprises peuvent le faire, mais les petits artisans, les petits commerçants, tous ces petits qui créent des emplois finalement, parce que ce sont eux qui créent des emplois, eh bien ils n'arrivent pas. Alors le revenu social garanti, moi je dis qu'il faut verser au compte de chacun
un revenu sous forme de monnaie de consommation non thésaurisable, c'est-à-dire sur laquelle on ne peut pas spéculer, et qui ne sert qu'à faire passer la production à la consommation. On sait produire mieux, de plus en plus vite, en qualité et en quantité, mais on ne sait pas répartir les richesses. Et alors on voit ce que ça donne, non seulement dans nos pays riches, supposés riches, n'est-ce pas, où il y a des écarts de plus en plus grands entre les riches, ceux qui possèdent et les autres, n'est-ce pas, mais au niveau des pays, de ces pays que l'on appelait du tiers-monde, il n'y a pas encore si longtemps, n'est-ce pas, que l'on appelle les pays du Sud maintenant. Voilà quelques pistes, par exemple, entre autres de réformes, n'est-ce pas, qui peuvent être entreprises. Est-ce que vous pourriez parler un peu de cette époque-là, c'est-à-dire, par exemple, le rôle de la JR dans la naissance de la CFTC Moi-même, j'ai commis un DES de sciences politiques intitulé, je crois, l'action politique de la CFTC de 1958 à 1962. C'est-à-dire que j'avais suivi de très près l'action de la CFTC au moment de la guerre d'Algérie et juste avant sa transformation en 1964, je crois, en CFDT. Donc nous étions très, très proches de la CFTC de cette époque-là. Ma femme et moi-même, nous avons reçu chez nous Eugène Descamps, qui était un grand ami, qui était un homme d'une haute valeur morale et de grande qualité intellectuelle, qui est, comme vous savez, mort beaucoup trop tôt. Nous étions proches du groupe Reconstruction. Donc, moi-même, j'ai été l'avocat de syndicats de la CFTC. Donc, nous étions très proches de ce mouvement syndical. Et en même temps, nous étions en correspondance et nous rencontrions d'autres syndicats comme un autre syndicat, c'est-à-dire la CGT. Par contre, nous n'avions strictement aucune relation avec Force ouvrière. Mais nous étions très proches de ce courant reconstruction de la CFTC et en lien avec la CGT de cette époque-là. Quelle était la position de la JR face à la décolonisation? La JR les a dénoncés, en particulier lors des massacres de Madagascar. Je me rappelle, il y a eu des prises de position très nettes. La JR était à fond la caisse, si je puis dire, pour la décolonisation, et de manière à rendre leur dignité, n'est-ce pas, à tous ces pays qui devaient commercer, qui devaient avoir des rapports comme tous les États, en fait. Ça, c'est clair. Hein. Alors, au moment de la guerre d'Algérie, bien sûr, on a pris position contre. Alors, il y a un autre phénomène qui s'est passé depuis, n'est-ce pas? C'était le poids de plus en plus pesant des États-Unis d'Amérique à travers le monde, ce qu'on a appelé l'impérialisme américain, n'est-ce pas, ou le néocolonialisme américain. Et moi, j'étais à Phnom Penh le jour où De Gaulle a prononcé son fameux discours le 1er septembre 1966 au stade olympique de Phnom Penh. Excusez-moi de le dire, mais j'ai soutenu à fond le discours de Phnom Penh, le discours de Gaulle à Phnom Penh, parce que c'était un avertissement sérieux, disons, aux États-Unis qui n'en ont absolument pas tenu compte, et on a vu où ça a donné, ce que ça a donné. Le coup d'État anti-Sihanouk, l'effondrement du Cambodge, l'avènement au pouvoir des Khmers rouges et tout ce qui s'en est suivi. Évidemment, les États-Unis ont continué, non seulement ont soutenu
le général autoproclamé maréchal London, n'est-ce pas, la République mère dont la Constitution était calquée sur celle des États-Unis, mais ils ont soutenu les Khmers rouges, ça il faut le savoir aussi. Ils leur ont même donné des aides militaires, ont conseillé, etc. etc. Bon. Et par la suite, on a vu ce que ça a donné, et ça continue même maintenant en Irak. Excusez-moi de le dire. Nous n'avons pas abordé le sujet de la politique extérieure, mais il est bien évident que la Jeune République a milité pour la décolonisation et a joué, encore une fois, à sa place, avec le tout petit nombre de militants que nous étions, un rôle important, tant pour l'indépendance du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie, et puis toutes les luttes qui ont eu lieu à cette époque contre les colonels de Grèce. J'ai reçu une lettre émouvante de l'Association des travailleurs grecs pour nous remercier la Jeune République de son action en faveur du rétablissement de la démocratie en Grèce au moment de la chute des colonels. Nous avons milité activement au moment où Pinochet a assassiné la République du Chili et le président Allende. Donc il y a toutes ces actions que nous avons menées aussi dans le cadre de la politique extérieure, et là aussi on pourrait faire une thèse sur ces interventions minuscules, symboliques, mais aussi efficaces de la Jeune République pour l'indépendance des peuples et la lutte contre toutes les dictatures, quelles qu'elles soient. Puis je crois que la Jeune République a continué jusqu'en 1985. Et là, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont advenus. Il y a eu l'état de santé de Marcel Lecomte-Souchet qui s'est dégradé. Toi-même qui t'es retiré de la compétition. Et c'était devenu extrêmement difficile de tenir le parti à ce moment-là. Mais, comme disait, je crois, Philippe Serres, la Jeune République, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres, n'est-ce pas? Alors il nous reste l'espérance qu'un jour, quelqu'un ou un groupe de militants, n'est-ce pas, reprendra le flambeau et peut-être essaiera de faire revivre ce parti qui vivait surtout grâce, comme bon nombre de partis, grâce à son fondateur, en l'occurrence Marc Sangnier, bien entendu. Alors, je voudrais rappeler que ce manifeste de Bierville a été rédigé par référence au congrès de Bierville, qui était un congrès de la paix animé par Marc Sangnier, je crois que c'était en 1926, et qui avait rassemblé quelques 5000 militants, dont 3000 Allemands à l'époque. Et bon, c'est évidemment une référence très utile, pour rappeler un petit peu les idées, le socialisme personnaliste qui sous-tend la Jeune République. Alors ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ni le socialisme personnaliste, qui n'existe nulle part, ne soit également, à l'heure actuelle, représenté nulle part. Voilà, ce sera un petit peu ma conclusion. J'avais mis pour finir la JR en sommeil aujourd'hui, quel espoir pour l'avenir. Oui. Et je crois que tu as dit quelques mots qu'il fallait. Oui. Ben, il y a toujours la raison sociale, il y a toujours le manifeste de Bierville qui, il faudrait qu'il soit actualisé, mais il y a beaucoup d'idées que nous avons développées là-dedans qui sont toujours valables actuellement. Vous savez, mon ami Claude Roland-Souchet est d'un optimisme foncier et il me relève le moral à chaque fois qu'à travers ce monde, cette planète que j'ai beaucoup visitée, que j'ai beaucoup parcourue,
je vois ce qui se passe et la dégradation que l'on observe actuellement et de plus en plus dans bien des domaines. Et je me dis qu'actuellement, les partis politiques, quelle espérance nous donnent-ils en dehors des tractations, n'est-ce pas, partisanes, etc. Qu'est-ce qu'ils nous offrent comme perspective d'avenir? C'est la question que je me pose actuellement. C'est pas évident. Je dirais pour essayer de conclure, il n'y a pas de conclusion bien sûr, mais essayer de conclure que la Jeune République a donné à chacune de nos existences un certain sens et une certaine fécondité. Et la Jeune République a participé à ce discernement, à cette constitution d'un sens de nos vies et à une fécondité que l'on retrouve, encore une fois, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans la presse et dans les mouvements d'aujourd'hui. Il faudrait trouver quelqu'un, un étudiant ou une étudiante qui fasse une thèse là-dessus. Sur la JR, jusqu'à la mort de Marc Sangnier, il y a encore des éléments, mais au-delà, il y a très peu de choses. Il y a du courrier. Il y a des courriers. Et alors pour nous, c'est extrêmement difficile parce que nous étions dedans, nous en faisions partie. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit extérieur à Jeune République qui fasse un truc.